L'enfance conditionne naturellement la perception du monde et l'évolution à l'âge adulte. Que l'on soit freudien ou adlérien, c'est un fait qu'il faut admettre et la gestion de ce constat relève d'un autre cadre. Durant cette période, tout le monde n'a pas la chance de voir son esprit et son imagination stimulés. Je parle bien là de la construction de la personnalité et tout le monde n'a pas la chance de se voir présenter plusieurs chemins. Certains avancent sur des rails qui finissent par inhiber leur ambition et se retrouvent à être des machines de plus au service de la société. Je pense que pour la plupart, cela devient flagrant quand il faut faire nos premiers choix de vie. Donc vers la classe de troisième, quand on te dit choisis une filière pour le secondaire et que les idées se bousculent dans ton Leave me esprit. alone! Ah! C'est là qu'on se dit pour la première fois, qu'est-ce que je peux être, qu'est-ce que je veux être, avec nécessité. Bien entendu, à cet âge, on peut avoir été fasciné par tel ou tel parcours, auquel cas la réponse devient une évidence, une certitude temporaire. Mais si ce n'est pas le cas, on finit par suivre une voie qui nous est recommandée, et on refait face à ce questionnement au sortir du lycée. Qu'est-ce que je vais faire comme université? Les réponses sont naturellement influencées par des besoins comme l'argent ou le bonheur, sans oublier qu'il est relatif. Mais qu'en est-il quand on n'en trouve aucune? On finit par choisir une voie sous l'influence de notre entourage, avec un intérêt minime et l'espoir d'une vie stable, jusqu'au jour où on n'a plus la force d'avancer, parce que rien ne nous a jamais fait envie. Dans une culture dont le but suprême est d'avoir et d'avoir de plus en plus, et où on peut dire d'un individu qu'il vaut 1 million de dollars, il semblerait qu'avoir est l'essence même d'être, et que celui qui n'a rien n'est rien. C'est en ces mots qu'Eric Fromm décrit un dilemme existentiel dans son ouvrage Avoir ou être. C'est un philosophe et psychanalyste germano-américain du siècle dernier qui critiquait une société qui pousse l'individu à choisir la sécurité plutôt que le sens. Pour lui, notre monde est de plus en plus dominé par la passion de l'avoir, la puissance matérielle. Pour lui, le concept d'avoir s'inscrit dans le passé ou l'avenir, du fait du caractère périssable de tout ce qu'on peut posséder, tandis que l'être est intemporel. Et parce que nous sommes ce qu'il nous reste quand nous avons tout perdu. Il écrit également « Si je suis ce que j'ai, et si ce que j'ai est perdu, alors qui suis-je » Rien d'autre que le témoignage vaincu, amoindri, pathétique, d'une façon erronée de vivre. En somme, quand le choix professionnel ou personnel est dicté par la stabilité attendue, et non par un élan intérieur, on devient une machine. Une machine habile, mais vide. Le monde ne nous attend pas. C'est un rappel banal, voire stupide, tellement il est criant d'évidence, mais permets-moi cette redite. Alors qu'en face à l'adversité sur une voie qu'on a suivie par défaut, on faiblit, on se sent un peu comme le mendiant sur le quai de la gare. Celui qui voit aller et venir les voyageurs avec détermination vers des destinations qui lui sont totalement inconnues. Il se demande comment est-ce qu'on se sent dans ce train. Alors il prend ses quelques pièces, il achète un billet au hasard vers une destination que ses moyens lui permettent. Le pauvre s'assoit au milieu des cols blancs. Certains vont dans la même direction que lui, mais lui il ne le sait pas. Ils ont payé leur place, lui aussi, mais pas pour les mêmes raisons. Et dans les mêmes fauteuils, lui il se sent comme une tâche. Simplement parce qu'il est là par curiosité, par fatigue, par envie de changement. Rendu à destination, il descend comme tous les autres, toujours rongé par le syndrome de l'imposteur. Et là, il se demande pourquoi. Pourquoi il est ici et pas ailleurs? Et à vrai dire, où aurait-il voulu être? Voilà ce qui nous tourmente lorsqu'on baigne dans une vie professionnelle qui est le fruit de décisions à moitié assumées. Ce sentiment d'imposture constant lorsque nous nous retrouvons à des endroits que certains ont rêvé de voir. Il y a toujours un énorme contraste entre ceux qui avancent avec force, capables de bouger des montagnes, et cet observateur inerte. Et c'est simplement ça qui fait mal. Peut-être un peu de jalousie, au fond, peut-être un peu de honte, mais peu importe, et je me répète, le monde ne juge pas, le monde s'en fout du monde. Alors ce n'est qu'en nous-mêmes que vivent et persistent ces frustrations. On se lève sans envie. On ne mange pas toujours avant de sortir parce que certains avec l'âge en perdent l'habitude. On monte dans un métro qui pue la pisse d'un ivrogne de la veille, et on s'entasse avec d'autres zombies qui ont les yeux en demi-lune tout comme nous. Là, on se sent aussi perdu que le reste du monde. On rejoint des collègues dont la compagnie de certains nous est agréable,
et on s'attelle à faire un travail qui est parfois intéressant, mais que nous avons choisi sans conviction particulière, comme je l'ai déjà dit. On rentre, on se divertit comme on peut, avec un film, une série, des messages, des appels. On s'endort, se réveille et on recommence avec la même lassitude. On est dans une inertie qui naturellement invite la poussière à s'accumuler sur nos idées et nos quelques envies. On se retrouve avec une forme de maladie imaginaire que nos articulations ressentent comme de l'arthrose et on essaie de s'en accommoder. Qui veut vivre cette vie-là? Sourire sans conviction et hocher la tête à chaque fois qu'on lui demande si au boulot ça se passe bien, parce que dire non, ça demanderait de tout remettre en question. Et peut-être qu'on n'en a plus la force. Notre esprit meurt un peu plus chaque jour. Il est tassé dans un moule social. Bien sûr, certains se satisfont de ce cadre-là. Mais qu'en est-il de ceux qui suffoquent? Dans Bullshit Jobs, l'anthropologue David Graeber parle littéralement des jobs de merde. Il parle des tâches vides de sens, remplies mécaniquement par des gens lucides, mais enfermés dans des structures absurdes. Il écrit: un nombre effarant de gens passent la majeure partie de leur vie à faire des choses qu'ils estiment inutiles. Pire encore, ils doivent faire semblant que ces choses sont importantes. Cette inertie, ce sourire vide, ce travail sans conviction profonde, il l'analyse comme un drame moderne étouffé par le confort. Ce n'est pas le chaos qui détruit, mais c'est l'organisation sans feu. Par feu ou par passion, j'entends une activité qui nous est agréable et à laquelle on se consacre intensément. On en a tous déjà eu, fugace ou pas, durant le bas âge ou pas, influencé par Internet, nos proches ou pas. Le genre de choses sur laquelle on tombe et qui nous donne immédiatement un sentiment de plénitude, mais qui parfois, faute de répétition ou sous l'effet des causes qu'on a vues jusqu'ici, tombe dans l'oubli. Chaque fois qu'on est frappé par le constat de notre monotonie, on regrette un peu plus ce qui nous donnerait un peu d'oxygène. C'est un peu notre propre deuil. Il y a une partie de nous qui chaque jour s'habille en noir et pleure ce qu'elle n'a jamais pu devenir. Comme je l'ai dit, certains ne ressentent pas nécessairement cette situation avec la tristesse que j'ai laissé deviner jusqu'ici. Après tout, chacun vit le monde à sa manière. Pour certains, cette inertie est un refuge, une manière d'échapper à des perspectives effrayantes. On nous répète sans cesse qu'il faut sortir de sa zone de confort, oser, changer, explorer, mais en vérité, pourquoi? Tout le monde n'a pas envie de révolutionner le monde ou d'aller visiter la muraille de Chine. Certains préfèrent répéter les mêmes gestes, revoir 5 fois Forrest Gump, 8 fois Avengers Endgame, voilà, les petits plaisirs de la vie. Ils marchent sur des chemins éprouvés qui leur procurent un bonheur certain. Et ce comportement a été étudié par 2 chercheurs, Christelle Antonia Russell et Sidney Levy, dans un article publié par le Journal of Consumer Research en 2012. Ils montrent que la reconsommation n'est pas forcément un signe d'une paresse ou d'un manque de curiosité. C'est souvent un choix actif de stabilité, une manière de retrouver du contrôle et de réduire l'anxiété. Chaque reprise permet une lecture nouvelle, adaptée à l'étape de la vie traversée. Ils écrivent dans cet ouvrage: reconsommer offre une alternative précieuse à la fugacité des expériences éphémères. C'est donc une sorte de refuge symbolique, une manière de se reconnecter à soi sans effort ni risque. Mais même si elle n'est pas nécessairement malsaine, il faut dire et admettre qu'elle entretient une certaine crainte de l'inconnu. Peut-être un jour on aura envie de rencontrer de nouvelles personnes, de tomber amoureux, peut-être par hasard. Et si l'idée de changement surgit alors que nos pieds sont embourbés dans la routine, qu'est-ce qu'on va faire? Quels efforts faudra-t-il fournir si toute une vie a été construite dans la peur de la nouveauté? Claire, la reconsommation et la monotonie ne sont pas des problèmes en soi. Tout va bien tant que tu n'essaies pas de fuir la vie. Parce que le cerveau a besoin de stimulation et c'est bien à chacun de trouver sa voie. Si on n'est pas de ceux qui vivent sans se poser de questions, si on a conscience de soi et si on a la chance d'avoir au moins un œil et une oreille, alors le monde résonne en nous d'une certaine façon. Et parfois cette résonance nous rend fous. La frustration causée par notre inertie monte lentement et finit par éclater en nous. Alors on se déteste un peu plus chaque jour. Et pour ne pas sombrer, on se réfugie dans les mêmes routines, les mêmes excuses, les mêmes distractions tièdes.
Mais le problème, et je le répète, c'est que le monde n'attend pas. Même si on n'a aucune idée de ce qui se passe dans la tête des autres, ils semblent évoluer. Parce qu'on les voit. On les voit faire des choses qui nous auraient passionnés si on avait eu le courage de sortir de notre prison. Alors on s'enlise. Et cette frustration devient un complexe. C'est comme le lundi au travail quand on te demande qu'est-ce que tu as fait de ton week-end et que tu as juste envie de leur dire allez vous faire foutre. Everyone does it. Now you can do it too. Shut the fuck up. Shut your mouth. Shut up. Shut the hole in your face. Like that. You can do it. Shh. Shut up. And shut the fuck up. Ou pendant les repas de famille, quand tu n'as rien d'exotique à raconter, aucune villa à Ibiza, aucun projet de plongée sous-marine. Dans ces moments, tu sais ce que tu pourrais être, tu sais ce que tu pourrais aimer ou du moins tu t'imagines essayer. Et c'est justement ça le problème. Tu imagines. Et c'est ce fossé entre toi et toi-même qui te ronge. Dans son livre Le moment du soin, Frédéric Worms écrit « La souffrance est toujours un double écart entre ce que l'on vit et ce que l'on devrait vivre, entre ce que l'on est et ce que l'on sent devoir être. » Il analyse la souffrance comme une conscience aiguë d'un désalignement intérieur. Ce n'est pas le monde qui t'écrase, mais c'est le décalage entre ton existence vécue et ton existence pressentie. Ce que tu sais, ce que tu pourrais être, ce que tu n'es pas. Et ce décalage, il le nomme le point de douleur de la conscience. Il explique que ce point de douleur n'est pas pathologique en soi, mais il devient une souffrance quand il s'installe, se répète et ne peut être dépassé. Il naît dans la conscience de soi quand on ne peut plus éviter le sentiment de désynchronisation entre ce que l'on fait ou ce que l'on vit et ce que l'on rêve. Il souligne ainsi la valeur de la cohérence de sa propre vie. Certains vivent sans jamais saisir leur passion à bras le corps. Elle leur passe sous le nez et parfois ils la voient mais ne peuvent jamais y toucher. Parfois ils l'oublient simplement noyés dans l'urgence quotidienne parce que la vie augmente, comme le dit Isha. Cette idée en tétanise plus d'un. Et c'est plus que normal quand on y pense. C'est se dire qu'on a renoncé à sa propre vie, qu'on a échoué en fait. Et pourtant c'est possible de trouver un sens dans ce chaos. Imagine-toi à 80 ans, regarder dans le rétroviseur et voir une vie qui n'aura pas été pleinement vécue. Tu es le seul de ta bande d'amis qui n'a jamais mis le pied à Bora Bora. Tu as toujours voulu lancer ta marque de bougies au curcuma, mais rien. Imagine-toi pas nécessairement malheureux, mais plutôt incomplet. Est-ce que la vie aura eu un sens? Ou te seras-tu fait une raison? Est-ce que certains arrivent à trouver la paix, sachant qu'ils n'ont jamais emprunté des chemins qu'ils auraient pu prendre? Je me suis posé cette question, et quelqu'un d'autre y avait déjà répondu, Viktor Frankl. C'est un neurologue et psychiatre autrichien et fondateur de la logothérapie. Il a étudié des milliers de survivants de la Shoah et en conclut que même privé de tout, l'humain peut trouver un sens à la vie, même sans passion distincte ou projet grandiose. Il décrit dans Man's Search for Meaning, tout peut être pris à un homme sauf une chose, la dernière des libertés humaines. Choisir son attitude dans n'importe quelle circonstance donnée. Choisir sa propre voie. Pour lui, ce qui compte, c'est de donner une signification à chaque acte ordinaire. Choisir une attitude face à son destin. Une vie peut donc paraître incomplète aux yeux du monde, mais pleinement vécue si elle devient un acte de cohérence et de responsabilité personnelle. En observant plusieurs d'entre eux, il est venu à la conclusion que la manière dont un prisonnier imagine l'avenir conditionne sa longévité. La perte de sens créait un vide existentiel dans leur vie qui était rapidement comblé par le désespoir. La réponse est donc là. Si jamais à cet âge nous nous retournons sur une vie incomplète, rongée par les renoncements et le silence, alors oui, nous serons malheureux. Malheureux parce que nous aurons simplement oublié de donner sens à notre propre quotidien. C'est dans ce sens qu'Albert Camus aborde lui aussi le thème de la résignation et de la perte de sens dans le mythe de Sisyphe. Sisyphe, le condamné à pousser éternellement un rocher en haut d'une colline pour ensuite le voir redescendre, devient sous la plume de Camus une métaphore de la condition humaine. Là où la mythologie grecque voit une punition, Camus voit un acte de conscience. Sisyphe, en acceptant l'absurde de sa tâche, cesse d'être une victime. Il devient le maître de sa destinée. Et il écrit « Il faut imaginer Sisyphe heureux », décrivant ainsi une forme de victoire silencieuse sur l'absurde, sur soi et sur le monde.
Mais jusqu'où peut-on tenir comme ça? Est-ce que c'est réellement possible de traverser une vie sans passion, sans rupture intérieure? Est-ce qu'on peut se contenter de l'acceptation comme seule boussole? Ce que nous avons décrit jusqu'ici correspond en réalité à ce que le psychologue américain Thomas Joyner identifie comme l'un des principaux ressorts du suicide. Dans Why People Die by Suicide, il expose 3 facteurs déterminants dans le passage à l'acte. Premièrement, le sentiment d'aliénation ou de non-appartenance, lorsqu'une personne ne se sent plus reliée à elle-même ou à un but, le sentiment d'être un fardeau pour les autres, et l'acquisition de la capacité à surmonter la peur de la mort, qui est en réalité une accoutumance à la douleur et à la peur. Selon lui, on peut survivre à une vie fade et dénuée de sens tant qu'il reste un fil, un soupçon de sens ou un lien affectif. Mais à force de renoncement, d'abandon des autres et de soi, à force de détachement, l'individu devient spectateur de sa propre vie, puis étranger, puis de trop. Tout bascule véritablement lorsqu'on n'a plus le courage ou l'envie de se regarder dans une glace. Et c'est avant ce moment-là qu'il faut agir, tant qu'on s'aime suffisamment pour mener des actions aussi petites soient-elles. Se reconnecter à un geste simple, un souvenir, un visage. Comme le suggère l'auteur, il faut user de toutes les voies et moyens pour se sentir à nouveau vivant, même de manière discrète, intime. Il écrit « Certains ne veulent pas mourir, ils veulent ne plus ressentir. Alors il faut désamorcer cette grenade en nous, retrouver du sens dans l'éclat ténu de ce qui reste. Tant que le silence n'a pas tout envahi, tant qu'on peut encore tendre la main à ce qui nous rend nous. Parce qu'au fond, ce n'est pas la mort qu'il faut combattre, c'est la peur de vivre. » Merci d'être arrivé jusqu'ici. Vu que tu es là, n'hésite pas à me donner ton avis sur le contenu, mon avis, ceux des auteurs, donc, bref, ce que tu veux. Et on se dit à très vite.